Bonjour à toutes et à tous, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Et si la mort n'était pas une fin, mais un passage? Dans ce 13e épisode, nous partons à la rencontre de Thierry, un homme ordinaire dans une vie ordinaire, jusqu'au jour où tout bascule. Son cœur s'est arrêté, le temps s'est suspendu, et pourtant, quelque chose a continué. Il va nous raconter sans filtre ce qu'il a vécu durant cette expérience de mort imminente, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qui a changé en lui depuis ce jour. La mort serait-elle une frontière ou une porte? Dans cet épisode puissant, profondément humain, on va parler de conscience, de peur, de transformation et qui sait, peut-être d'espoir. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. Bonjour Thierry. Bonjour Fabricia. Alors Thierry, déjà un grand merci de m'accueillir pour pouvoir répondre à mes questions. Thierry, est-ce que vous pouvez me dire, donc avant ce basculement, quelle personne vous étiez, votre environnement? Alors professionnellement, j'étais quelqu'un qui fonctionnait très bien. Ma vie, on va dire familiale, était très équilibrée, tout allait bien. Voilà, j'avais simplement depuis des années un questionnement, qu'est-ce que la vie, à quoi ça sert, etc., etc. Donc Et sur le ça, sens de la vie? sur le sens de la vie et qu'est-ce qu'on vient donc faire ici sur Terre. Voilà. Et donc, j'ai longtemps eu ce questionnement-là. Et à un moment donné, bon, à force, je cherchais, je n'avais aucune réponse. Bon, ben, c'est pas grave. Et plus ça avançait, plus j'avais une sensation d'ennui, de quelque chose d'inachevé, d'incompréhensible. Enfin, j'étais pas en phase avec moi-même. Voilà. D'accord, oui, je peux comprendre. Donc en questionnement et du coup de pas se sentir bien Bien à sûr. l'intérieur. Tout à fait, alors que j'avais suivi des cours de yoga, j'avais suivi une psychothérapie, j'avais fait plein de choses pour essayer de me caler par rapport à la vie sur Terre, telle qu'on doit la vivre, et j'avais pas du tout de réponse comme je le souhaitais, quoi. Voilà. D'accord, donc c'est bien là, ce que Thierry vous décrit, c'est qu'on peut avoir une vie tout à fait normale, épanouie, avec, que ce soit professionnel, être établi, avoir une vie de famille équilibrée, Tout à fait. et vraiment ne pas se sentir en phase avec le pourquoi on est là aujourd'hui sur Ben, cette terre, en fait. tout à fait. Ça me semble. Enfin, beaucoup de gens que je vois en consultation me disent, mais après tout, quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je viens Hmm. faire? Et ce questionnement, moi, je l'ai eu à cette période-là, et ça me tarabustait. Et puis j'ai eu un accident qui m'a fait passer de l'autre côté, on va le dire comme ça. Ok, donc on y viendra, c'est un moment de Ouais, basculement, en fait. tout à fait. Mais c'est bien ce que vous dit Thierry, là, les amis, c'est que moi, je dis toujours quand je vous accompagne que on peut être bien dans tous les domaines de sa vie. Tout à Et en fait. fait, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, et de pas se sentir, c'est pas à sa place, mais de pas être bien, en fait. Voilà, décalé, avec Ouais, comme un décal. Je me même posé la question, j'ai dit, es-tu bien sûr de faire partie de ce temps-là, oui, de cette vie-là, telle on te la met là, telle que tu la vis, et tu as ta place. Voilà, aussi bien en tant qu'individu que psycho-émotionnellement ou spirituellement, et tu as ta place, quoi. Voilà. Et ça, ce questionnement m'a poursuivi pendant des années. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui ont on va dire, pas des pouvoirs, mais des capacités, et qui m'ont confirmé que j'étais bien dans ce que je faisais, que c'était, entre guillemets, ça relevait de ma mission. Oui, tout allait bien, j'avais la mission qui correspondait, tout ce que tout était nickel, mais j'avais une espèce de grande vie de soif de connaître plus, quoi. Et j'avais pas de réponse, quoi. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un bel accident. Comme par hasard, le hasard n'existant pas, bien sûr, les choses arrivent au bon moment et au bon endroit. Et donc, je suis passé de l'autre côté à ce moment-là, quoi. du coup, c'est un moment, vous faites quoi? Vous vous réveillez un matin, vous vous dites ça y est? Comment Ouais, ça se passe? je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, et j'ai eu un accident où j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai été évacué, donc le cœur avait été gravement touché. Donc, je me suis retrouvé au centre des urgences. Et puis voilà, quoi, ils m'ont pris en main. Et je suis rentré dans la salle d'opération.
le chirurgien s'est penché vers moi. C'était l'ami d'un ami. Et D'accord. il m'a dit, tu fais quoi? Ben, j'ai dit, tu te débrouilles, s'il te plaît, parce que ce week-end, j'ai un cours à donner. Alors, fais-moi ça bien que je puisse assurer. Il a rigolé et à ce moment-là, j'ai vu juste l'anesthésiste. J'ai même pas vu qu'il a appuyé sur la seringue et paf, je Vous suis êtes parti. parti. Là, je suis parti. J'ai dû rester, je suppose. Alors là, du coup, stop au timing. Impossible de vous dire ça a duré 1 minute, 10 minutes, 1 heure. J'en sais fichtre rien. Ce que je sais, c'est que j'ai eu un laps de temps où j'ai entendu des trucs et d'un coup, clac, Coupure. coupure. Débranchement. Voilà, débranchement, j'ai entendu on stop cœur, allez hop, pof, on l'arrête et voilà. Donc je sais qu'il a arrêté mon cœur. D'accord. Il a arrêté mon cœur pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire, quoi, hein, remettre tout en ordre, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment ce dernier souvenir d'entendre donc Dans le la salle médecin que d'op, vous ouais, connaissez. voilà. Ouais. Voilà. Ouais, Et ensuite, une fois que ça a fait baf, alors moi, j'ai pas vu de tunnel, de trucs comme ça. J'ai eu une sensation de quelque chose de très rapide et je me suis réveillé dans une salle de cinéma c'est vrai. où j'étais le seul spectateur et je regardais l'écran et je voyais un petit garçon de bébé qui montait au fur et à mesure. J'ai mis du temps. En fait, c'était moi. Oui, à comprendre que c'était vieux. Voilà, que c'était moi, que c'était ma vie qui était en train de défiler. Et donc, ça défilait très bien. Puis à un moment donné, il y a eu comme une grosse déchirure dans cet écran. Et là derrière, il y avait une magnifique rivière, ou pas un fleuve, une rivière, avec des sons très particuliers, des couleurs très subtiles, à la fois vives et agréables. C'était très très agréable. Et on peut dire que ce qui émanait de cette énergie, tellement c'était agréable, La plénitude, tout de ça. plénitude, Ouais. cette sensation de bien-être, de vraiment. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben évidemment, c'est ouvert. Je me lève et je cours vers cette fissure qui était béante. Et plus j'avançais, plus elle se refermait. Et à un moment donné, j'ai plongé pour essayer de passer. Je me suis retrouvé à la verticale, devant un mur, mais irréel. Je ne sais pas, il n'avait pas de notion physique. C'était un mur, tout bête, sans couleur, sans rien. Et là, j'étais dehors et j'ai commencé à taper contre le mur. D'accord. Et en termes de sensations, là, Thierry, donc on comprend bien, vous êtes dans la salle de cinéma. Oui, Donc, hop, vous arrivez dans cette salle, vous êtes tout seul. tout à fait. Vous voyez un petit film qui défile. Vous voyez un petit bébé Ouais. et en fait, vous prenez Voilà, conscience tout à au fur et à fait. mesure qu'en fait, c'est votre vie. Tout à fait. Donc ensuite, vous avez, comme vous dire, cette espèce de zébra dans l'écran, Mhm. où là, vous voyez la rivière, Ah oui. vous voyez des couleurs, et vous ressentez cette espèce de plénitude et compagnie. Donc forcément, vous avez envie d'y aller, Ah ben oui. et vous y allez, et vous arrivez face à ce mur. Face à ce mur qui s'est refermé. Et j'ai commencé à tambouriner. Je voulais aller passer de l'autre côté. Et là, il y a une voix qui était à côté, qui m'a dit Humain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit Je veux y aller. je veux passer de l'autre Bah côté. oui. Humain, je crois que tu n'as pas compris. Ce n'est pas ton heure. Tu as quelque part changé les plans qui étaient prévus de ta vie. Humain, non, tu n'as pas tu vas redescendre. Comment je veux pas? Mais non, je veux pas redescendre. Je suis mort. Je veux passer de l'autre côté. Il me fait non, 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 non. Tu n'es pas prévu. C'est pas prévu dans ton programme du tout. Tu as eu un accident, certes, mais on va te renvoyer sur Terre. J'ai dit non, non, je veux passer de l'autre côté parce que si je passe pas de l'autre côté, je vais tout faire pour accélérer, pour revenir et passer de l'autre côté, bien sûr. Et là, il y a une deuxième voix beaucoup moins sympathique qui m'a dit, tu vois, toutes les personnes qui forcent un peu le destin, regarde. Et là, ils m'ont montré une espèce de salle, comme un truc de glauque, où il y avait des gens qui étaient pas bien du tout. Enfin, on sentait qu'il y avait un poids.
Et en fait, je dis, mais c'est quoi? Et ben, il me dit, ben, c'est ce que vous, sur Terre, vous pouvez appeler le purgatoire ou les choses comme ça. En fait, quand les gens ont soit on va dire, ont une vie dissolue, ont tué, ont fait des choses comme ça, ils sont dans cet endroit-là pour être face à leur peur. Et tant qu'ils n'ont pas compris, ils restent dans cet état-là. Donc, si d'une manière ou d'une autre, tu accélères le temps et que tu passes de l'autre côté suite à ces événements, tu seras avec eux. Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux? Non, non. Donc, conclusion, tu repars sur Terre et, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Et à ce moment-là, j'ai senti un gros cordon qui m'a tiré. Mais alors là, j'étais à une vitesse décuplée et je me suis retrouvé face à mon corps, mais face à face à mon corps. Ah, vous l'avez vu du coup? Ah oui, oui, j'ai vu mon corps. Et là, j'avais le shir. J'ai essayé quand même de lui enlever les mains, de lui dire arrête et laisse-moi partir parce que au moins je peux partir tranquillement quoi. Ça sera un accident, puis ça sera pas moi qui le provoqué quoi que ce soit. Et j'ai essayé, j'attrapais pas ses mains, je passais à travers et mon corps s'est mis sur le dos et je suis rentré en force dans mon corps physique et là j'ai eu une sensation de gros froid, j'étais pas bien, détriqué, etc. Donc j'avais le masque, j'avais tout, hein, et j'avais tout, j'étais équipé de A jusqu'à Z. Et le shir qui s'est penché sur moi, Alexandre, donc était un gars, un shir viscéral très bien. Il a regardé, et j'ai cligné des yeux, je me rappelle, j'ai cligné des yeux. Il s'est tourné, j'ai entendu sa phrase. S'il passe la nuit, c'est bon les gars. Et voilà. Et je me suis retrouvé, j'ai fait 11 jours de coma et 21 jours de réa. Ah oui. Voilà. Donc j'ai vécu de belles périodes, de belles périodes. Je peux dire que j'ai connu le monde des services des urgences vraiment dans l'urgence et d'une manière voilà, pratiquement entre semi-conscience et conscience, puisque il m'avait shooté bien sûr dans le premier temps. Je pense, dans le coma, il m'avait mis un coma artificiel bien sûr, hein, pas provoqué. Et donc là, j'ai subi tout ce qu'il fallait, les toilettes, des trucs pas très agréables. Je sentais les choses quand même, tout en étant dans le coltard. Et après, quand je suis parti, quand je me suis réveillé, je suis retrouvé, on va dire, service des urgences, mais en surveillance et plus du tout dans le coma. Voilà, j'ai recommencé à avoir, je dis pas une vie normale, mais j'avais une sensation d'entendre beaucoup de choses beaucoup plus finement. Je percevais les bruits, les odeurs. Et pendant cette période-là, j'ai notamment vu, je passais pour un rigolo à ce moment-là. Pour un illuminé. Pour une illuminée, ma famille est venue me voir. Donc par moments, je délirais du fait de la morphine. Et à un moment donné, j'ai dit à Gorbatchev, avec Reagan, ils sont en train de négocier la chute du mur. Et j'avais mon frère qui était... Arrête, tu délires. Non, j'ai vu Reagan et Gorbatchev en train de discuter du mur. Vous allez voir. Guerre de temps après, le mur s'est effondré. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est sous morphine, on peut décoller. Il y a des mouvements qui relèvent d'effets secondaires de la morphine et des moments un peu comme il y a eu longtemps des recherches là-dessus, de provoquer ce qu'on appelle les sorties de corps ou de conscience. Non, je pense. Voilà. Et donc ça s'est étrangement mêlé. Et mon frère me l'a rappelé après. Il m'a dit ouais. Et tu sais, tu as dit à un moment ça et c'est arrivé. Ouais. J'ai dit ouais. Mais j'avais plein d'autres sensations. Je sais pas. Voilà. Donc voilà, j'ai vécu ce moment-là et c'était quelque part. Donc je m'en suis sorti. Donc quand même un mois entre le coma et ensuite. Puis je suis resté quand même un bon mois on va dire 15 jours, 3 semaines dans le service hospitalier pour les pansements, etc. Ouais, c'est ça. Donc, mais là, dans une chambre avec quelqu'un, bon voilà. Et puis j'avais perdu, je sais plus quoi,
une vingtaine de kilos, j'étais faible, donc j'ai tout récupéré gentiment, et puis j'ai pu reprendre ma vie normalement, quoi. Normalement, avec, donc, entre guillemets, la conclusion que j'ai quelque chose à faire sur Terre. Et donc c'est là que j'ai commencé toutes mes recherches dans ce domaine-là. Du quoi, sur la vie après la mort, sur quoi? Alors, le sens de la vie? Oui, sur le sens de la vie. Alors, donc, pour avoir travaillé après avec des personnes qui avaient fait quand même un certain travail, j'allais dire, spirituel. Donc, la première loi, ça a été de mettre les religions d'un côté et la spiritualité de l'autre. La religion étant, quelles que soient les religions, étant faite plus ou moins comme n'importe quel gouvernement pour contrôler les peuples. Et la spiritualité ou l'enseignement d'une spiritualité qui doit vous amener vers une liberté et on dit d'être un au milieu du tout, de savoir que on peut pas vivre tout seul, mais on vit en harmonie avec les autres par des échanges et par le partage. C'est des notions très importantes que nous avons sur Terre maintenant. Donc j'ai fait tout un travail avec une maître à l'époque et on a mis beaucoup de choses en place. Et donc j'ai eu la première question que je me posais, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Qu'est-ce qu'on vient expérimenter? En fait, on vient expérimenter 3 choses. La temporalité. Oui. On est né pour mourir. Oui. Entre guillemets. Ah, mais oui. Attention, on est né pour mourir. Deuxièmement, la matérialité. C'est-à-dire que je dois gagner ma vie, je dois être indépendant financièrement ou matériellement, je ne dois pas dépendre des autres et je ne dois pas faire dépendre les autres de moi, tel un pouvoir avec l'argent. Et troisièmement, une chose qui est très importante, le partage et la vie de couple. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'on y réussit, est-ce qu'on n'y réussit pas? Moi, j'avoue que je suis plus ou moins en harmonie avec tout ça. Ça me va très bien. J'allais dire, j'ai pas tout réussi, loin de là. Alors Thierry, déjà, merci pour toutes ces infos. Forcément, quand on passe des épreuves comme ça, et en faisant une sortie de corps et en voyant de l'autre côté ce qui se passe, parce que moi j'y crois, hein, clairement, je le dis, forcément, ça change des choses sur la vision de la vie, je pense. Tout à fait. Et en termes de croyance aussi sur la mort. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai étudié beaucoup de choses. Et en fait, je ne devrais pas l'exprimer sous cette forme-là. Non seulement je n'ai pas peur de la mort, mais si la mort venait maintenant, j'irais sans problème, quoi. Je dirais simplement, je quitte un monde, je vais vers un autre. C'est que ça doit être comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Même si j'abandonne ma fille, ma famille, etc., entre guillemets abandonner, ça veut dire que eux ou elles doivent vivre ça également. Donc moi, personnellement, j'aime pas le terme mort, je dirais renaissance à autre chose, ou passage, un peu comme si on passait des étapes, des portes, ou comme quand on est en scolarité, on passe du CE1 au CE2, du CE2 au CM1. Voilà, avec chaque fois, on se débarrasse de son enveloppe que j'appellerais corporelle. Par contre, ce qu'on appelle l'âme, ce qui nous identifie, elle est immortelle et elle continue au fur et à mesure de vie en mort et de mort en vie, voilà quoi. Et donc du coup, ayant intégré ça, mais déjà en plus tout petit, j'avais ça dans ma tête, j'ai jamais eu peur de la mort, bien que je l'ai vu plusieurs fois. Ça m'a jamais fait peur et là en plus ça me conforte dans ma croyance entre guillemets, de non seulement de pas avoir peur. La seule chose que j'ai peur, je le dis toujours comme ça, c'est pas de mourir, mais c'est d'être dans un état de délabrement avant la mort. Voilà. Ah, donc physiquement. Physiquement, voilà quoi. Parce que j'en vois trop de choses comme ça. Ça voilà. C'est la seule chose qui entre guillemets, me fait peur dans ce bas monde. Thierry, vraiment un immense merci pour ce partage précieux qui, je l'espère, permettra à ceux qui nous écoutent d'en savoir plus sur cette expérience qu'est l'EMI et de ses impacts profonds sur ceux qui la vivent. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous propose 5 lectures sérieuses. C'est des ouvrages écrits par des médecins, des chercheurs, des professeurs. C'est vraiment des personnes qui ont étudié les expériences de mort imminente avec méthode.
Le point de départ incontournable selon moi, c'est La vie après la vie de Raymond Moundy. C'est un psychiatre et docteur en philosophie. Il a été le pionnier de la recherche moderne sur les EMI. Il a analysé des centaines de témoignages, il a mis en lumière les constantes troublantes, donc le fameux tunnel, la lumière, les revues de vie et cette sensation d'un amour conditionnel. En second, nous avons La source noire de Patrice Van Hersel. C'est un journaliste scientifique, il a enquêté pendant plusieurs années auprès des médecins, des réanimateurs et témoins. Son livre croise l'approche scientifique et le questionnement existentiel. Voilà, il ouvre le débat, mais sans l'imposer. Troisième, nous avons Deadline, dernière limite de Jean-Pierre Jourdan. Donc, il propose une analyse approfondie et documentée sur les EMI. Son approche est rigoureuse, presque académique. Il tente de comprendre ce que ces expériences révèlent réellement sur la nature de la conscience. Nous avons ensuite La conscience intuitive extraneuronale de Jean-Jacques Charbonnier. Bon, vous le connaissez, médecin anesthésiste réanimateur, il défend l'hypothèse d'une conscience qui ne serait pas produite uniquement par le cerveau. C'est un ouvrage qui a bousculé les paradigmes classiques et pose vraiment des questions audacieuses. Et pour finir, nous avons La preuve du paradis de Eben Alexander. Donc lui, c'était un neurochirurgien formé à Harvard. Il vivait avec une vision très cartésienne, matérialiste de la conscience jusqu'à son propre coma. Son témoignage confronte son savoir médical et l'expérience qu'il a vécue, et c'est ce contraste qui rend son récit particulièrement intéressant. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Les expériences de mort imminente bousculent, interrogent et parfois dérangent, mais elles ouvrent aussi des perspectives immenses. Parler de la mort, ce n'est pas être morbide, c'est peut-être au contraire apprendre à vivre plus intensément. Les témoins de EMI le disent souvent, ils ne sont plus revenus les mêmes. Ils sont beaucoup plus conscients, plus alignés, moins attachés au superficiel, comme si avoir frôlé la fin leur avait rappelé l'essentiel. On ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout prouver, mais on peut écouter, observer, questionner. Et peut-être que cette interview est avant tout une invitation, celle de réfléchir à votre propre rapport à la vie et à la mort. Si tout devait s'arrêter demain, qu'est-ce qui compterait vraiment ? Qu'est-ce que vous remettriez à plus tard et pourquoi ? Parce qu'au fond, parler de la mort, c'est toujours parler de la manière dont on choisit de vivre. Si cet épisode vous a touché, questionné ou même déstabilisé, pensez à liker, à partager autour de vous et à laisser un commentaire. Moi, je suis curieuse, vous le savez. Qu'est-ce que vous pensez des EMI ? Y voyez-vous un phénomène neurologique, spirituel ou les deux ? Avez-vous déjà vécu ou entendu un témoignage qui vous a marqué ? Ou au contraire, vous êtes complètement fermé, sceptique ? Ici, on reste dans un espace ouvert, respectueux et sans jugement. Toutes les visions ont leur place et vos retours font vraiment vivre cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines rencontres. Et en attendant notre prochain voyage, moi, je vous embrasse et prenez soin de vous.